dit à un vieux qui est dans son campement, là, la forêt, ça permet de stocker le dioxyde de carbone, etc. Bon, ça lui dit quoi. Mais quand on va, par exemple, parler de la pluie, etc., la protection d'un certain nombre d'espèces qui participent aussi à son bien-être, à son écosystème, il se sent plus concerné. Dans un monde où la science façonne chaque aspect de notre vie, il est plus essentiel que jamais de comprendre, de partager les découvertes qui redéfinissent notre avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce énième numéro de Allô l'expert. Vous l'avez certainement deviné, le sujet du jour, c'est la communication scientifique. Comment définit-on la communication scientifique? Quelle place accordez-vous aux émotions, aux récits et au visuel dans la transmission de messages scientifiques? Comment rendre la science accessible à tous, au-delà des jargons techniques et des équations complexes? Pour nous édifier sur la question, nous recevons sur ce plateau M. Emmanuel Dabo. Il est expert en communication scientifique, fondateur et directeur général de l'African Science Communication Agency. Bonjour M. Dabo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Yaya, c'est moi qui vous remercie. Donc déjà, comment on peut définir la communication scientifique? Alors, la communication scientifique, c'est là où l'action de communiquer la science à un public cible bien identifié. Quand nous disons communiquer la science, c'est faire connaître ce que les scientifiques font, quels sont les résultats de recherche, comment ça peut impacter la société, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce que la recherche a produit, ce que la science a produit pour pouvoir prendre des décisions éclairées qui peuvent aider à mieux gouverner notre société et qui peuvent favoriser, bien entendu, notre bien-être. Donc, selon vous, quel rôle peut jouer la communication scientifique dans notre société actuelle? Ce rôle-là, il est plus que nécessaire, il est très important parce qu'il nous permet de combler le fossé, le gap qu'il y a entre le monde de la recherche, le monde des scientifiques et le grand public. Bien souvent, l'on dit les chercheurs sont dans un monde particulier, déconnecté d'un certain nombre de réalités, et pourtant ils travaillent sur notre environnement, sur notre quotidien. Et nous, on a besoin d'avoir les informations qu'ils produisent. Malheureusement, ces informations-là sont parfois très techniques dans un jargon, et il faut des personnes aguerries pour pouvoir traduire ce langage-là de façon plus accessible, de sorte à ce que une personne lambda puisse comprendre ce qui est fait dans les laboratoires, ce qui est fait dans les universités, bien d'autres. Quelles sont les cibles de la communication scientifique? Alors, les cibles sont variées, mais dans un premier temps, je vais catégoriser en deux groupes. On a les publics scientifiques. Donc, on a une communication scientifique qui est orientée vers les scientifiques et on a une communication scientifique qui est orientée vers des publics non scientifiques. Mais là où nous intervenons, c'est vraiment vers les publics non scientifiques. Parce que les scientifiques ont déjà les outils, les rudiments pour parler à leur pairs, notamment à travers les publications scientifiques, les colloques, les conférences, etc. Mais le public non scientifique n'a pas les outils pour comprendre, pour participer aussi à ces genres d'événements. Donc, nous nous focalisons plus sur la communication scientifique adressée au public non scientifique. Et bien entendu, les outils, les formats, les publics sont variés selon l'objectif que nous visons. Déjà, vous parlez d'objectifs. Quand vous communiquez, quand vous voulez communiquer une information scientifique, quel est l'objectif que vous visez? D'abord, le premier objectif, c'est d'informer. Quand nous disons informer, c'est de porter à la connaissance du public qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a quelque chose qui est ressorti d'une étude. Et partant de l'information, c'est aussi la formation, c'est aussi la sensibilisation, c'est aussi l'éducation. Si aujourd'hui, nous savons que on doit se comporter de telle façon, parce que quand on se comporte d'une autre façon, on est exposé à des risques, cela a un effet, une influence sur nos comportements et aussi sur notre santé. Donc, informer, former, sensibiliser, mais aussi aider à la prise de décision. La prise de décision au niveau politique des décideurs, mais la prise de décision dans notre quotidien de tous les jours. Et une prise de décision qui s'appuie sur des évidences, sur des choses tangibles, sur quelque chose de
de factuel et non pas forcément sur un certain nombre de croyances, d'opinions ou de rumeurs. On voit là que les cibles sont variées. Il y a plusieurs cibles. Ça suppose aussi que les canaux sont variés. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Quels sont les canaux que vous utilisez pour véhiculer votre message? Bien entendu, plusieurs cibles, plusieurs canaux, comme je le disais tantôt, en fonction de l'objectif aussi que nous recherchons. L'an dernier, comme ça, nous avons organisé une campagne autour de la lutte contre la méningite. Alors, il y avait plusieurs cibles, mais une cible principale était composée des enfants. Et donc, nous avons mené des activités d'engagement communautaire dans des écoles. Nous avons développé un dessin animé, des bandes dessinées, parce que la cible était bien entendu les enfants. Voilà. Et vous pouvez regarder ce dessin animé-là. Il est disponible sur YouTube, Colo et la méningite. Il y a d'autres cibles, comme par exemple des décideurs, où nous essayons d'organiser par moment des panels de haut niveau, des rencontres, nous faisons aussi du plaidoyer. Un acteur majeur, c'est aussi la presse, les médias. Et la semaine dernière, la Côte d'Ivoire a accueilli la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Nous étions partenaires à cet événement-là. Nous étions aux côtés des journalistes pour leur faire savoir que nous sommes leurs partenaires dans la quête d'informations parce que leur rôle est aussi très important dans la vulgarisation d'informations auprès du grand public. Donc, nous mobilisons plusieurs outils, parfois même l'art, c'est-à-dire la photographie, les caricatures, les dessins, etc., pourvu que le format utilisé puisse nous aider vraiment à passer notre message et avoir de l'impact sur le public que nous visons. Quelle est la place des nouvelles technologies dans la transmission de cette communication, de cette information scientifique? Qu'est-ce que vous utilisez, les nouvelles technologies? On ne peut pas s'en passer. Tout à l'heure, je parlais du dessin animé Colo et la méningite. On l'a diffusé aussi sur TikTok. Et nous utilisons les réseaux sociaux. Et sur ce point, merci d'avoir soulevé la question. Les réseaux sociaux ont l'art de permettre à ce que celui même qui n'est pas formé à la production d'informations, n'est pas un spécialiste de la communication, bien même un journaliste, peut utiliser ces canaux-là pour parler. Mais bon, malheureusement, on a d'autres profils qui parlent d'autres choses qui ne nous aident pas. Et donc, nous accompagnons les chercheurs, nous les formons à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous travaillons sur ce qu'on appelle le personal branding, le marque personnel en ligne, pour que eux-mêmes soient à même de pouvoir partager un certain nombre d'informations sur les réseaux sociaux, un compte LinkedIn, une présence sur Facebook ou bien même sur Twitter, etc. Et dans les formations que nous organisons, nous insistons beaucoup là-dessus parce que ça permet de décomplexifier, si je peux dire ainsi, les messages. Par exemple, un chercheur qui doit faire un message sur Twitter en 280 caractères, vous voyez qu'il est obligé de faire un effort de synthèse. Donc voilà. Donc sur ce point-là, oui, nous utilisons les réseaux sociaux, mais nous poussons aussi, nous coachons aussi les chercheurs à eux-mêmes se les approprier pour qu'ils puissent parler eux-mêmes de ce qu'ils font via ces... Qui parle de science parle de rigueur. Donc, je veux bien savoir quelle place occupe, ou bien quelle place accordez-vous aux émotions, aux récits et aux visuels dans la transmission de tout ce qui est information ou communication scientifique. Merci, la question est très pertinente. Elle me fait sourire parce que certainement, il y a des gens qui ne seront pas très d'accord avec moi, mais je vais quand même dire ce que je pense. Alors, la science, c'est la rigueur, c'est la méthode. Je suis d'accord. Mais nous parlons de communication scientifique. On a ajouté communication. Et quand on communique, on s'adresse à des publics qui ne sont pas forcément scientifiques. Et l'homme, il y a bien entendu la raison, mais il y a aussi l'émotion. Donc, quand on parle à quelqu'un, on doit pouvoir toucher les deux aspects. Voilà, on doit pouvoir toucher la sensibilité des uns et des autres. Que je dise à quelqu'un qu'il y a des menaces en termes d'inondation ou saison pluvieuse, etc., on peut comprendre. Mais quand je vais le faire comprendre, quand je vais lui faire savoir que la pluie qui tombe là, elle peut affecter son cadre de vie, il se sent directement concerné. Donc, c'est vrai, il faut dissocier les choses. Quand on est dans la science, c'est-à-dire dans la quête d'éléments de connaissance, on fait preuve de rigueur, de méthode. Et là, je suis d'accord. Mais quand on a à s'adresser à des publics qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas forcément
le bagage intellectuel nécessaire pour décoder les choses, il faut pouvoir ramollir les choses et parfois parler au cœur des gens. C'est un peu comme souvent, il nous arrive de mener des campagnes autour de la protection de la forêt. Ouais, dis à un vieux qui est dans son campement, là, la forêt, ça permet de stocker le dioxyde de carbone, etc. Bon, ça lui dit quoi. Mais quand on va, par exemple, parler de la pluie, etc., la protection d'un certain nombre d'espèces qui participent aussi à son bien-être, à son écosystème, ils se sentent plus concernés. Aujourd'hui, dans le monde de la communication, on parle de plus en plus de fake news ou de désinformation. Vous, à votre niveau, comment ça se passe? Comment la lutte se fait? Nous, au niveau d'ASCA, nous communiquons sur ce que la science a déjà prouvé, a déjà confirmé. Il y a des fois, des personnes sont venues nous ont approchés pour nous dire, ah, on aimerait parler de telle découverte qui a été faite dans notre laboratoire, etc. Et la question que je leur ai posée, est-ce que ça a été publié dans une revue scientifique? Parce que tant que ça n'a pas été validé par les pairs, c'est difficile pour nous de nous engager. Et il faut bien séparer ce genre de choses. Dans le schéma global de la communication scientifique, il y a une zone qui relève de la, j'ai envie de dire, de la légitimité. C'est-à-dire, entre eux, scientifiques, ils discutent, tout et tout, c'est validé. Et puis après, maintenant, on est dans la zone de médiatisation, où on va faire connaître ce que les scientifiques ont déjà approuvé. Mais quand on confond ces deux zones-là, ça crée des embrouilles qui après sont difficilement gérables. La communication scientifique n'est pas assez connue. Comment vous voyez l'évolution de cette communication dans quelques années? Je suis plein d'optimisme parce que c'est ce que je fais. Depuis que nous sommes engagés dans la communication scientifique, je peux dire en toute modestie que beaucoup de pas positifs ont été posés jusqu'à ce que aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant, notre agence ASCA existe et nous ne cessons de susciter ou créer le besoin. Petit à petit, la graine est semée. Actuellement, c'est Mpox en Sierra Leone. Hier, c'était Ebola, etc., etc. On commence à se dire, mais il faudrait qu'on regarde beaucoup du côté de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il faut dire aux populations, etc. Et même les chercheurs se rendent compte que pour que leur recherche soit efficace, ils doivent entrer en communication avec les communautés, avec les populations. Parce que ce qu'ils font doit être au bénéfice des populations. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes communicants qui veulent se lancer dans cette forme de communication, dans ce domaine, quels seraient ces conseils? Alors, un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans la communication scientifique, c'est d'aimer le changement. Et aussi, c'est d'être curieux. Curieux de la bonne méthode. Quand je dis curieux de la bonne méthode, ce n'est pas forcément aller, excusez-moi du thème, au vélodrome du quartier et puis susciter une causerie, mais c'est aller en bibliothèque, c'est consulter des moteurs de recherche pour questionner quelle est la production scientifique qui existe sur tel sujet et se documenter de la sorte. Parce que on ne peut pas faire de la communication, même de la communication scientifique de façon plus spécifique, si on n'est pas un féru de documents, de lecture, etc. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Dabo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes au thème de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez beaucoup appris. À la prochaine pour un nouveau numéro de Allô l'Expert.